Je voulais commencer par vous remercier pour vos interventions, votre participation. Moi, j'ai eu beaucoup d'échos très positifs. J'ai beaucoup entendu parler de collaboration. J'ai beaucoup entendu parler de proximité. C'est des mots qui nous sont évidemment très chers. Et le thème étant comment collaborer et comment avoir aussi plus d'impact ensemble. Je pense que le format d'aujourd'hui nous a permis justement de bien illustrer tout cela. Alors, pour cette fin de journée, on va demander à un rapporteur de chacun des 4 groupes, en 5 minutes, de pouvoir nous restituer toute la richesse des échanges qu'il y a pu l'avoir dans les différents groupes. Alors on va commencer avec le premier groupe qui traitait de jeunesse et de ruralité. Et pour cela, je vais demander à 2 personnes de me rejoindre. Cécile Daclin de la Fondation RTE pour la réalité et Nathalie David de la Fondation GRDF pour nous dire un petit peu ce qui s'est dit dans ce groupe. On va être rapide. Alors un groupe et une table ronde vraiment intéressante. Moi j'ai eu la chance de présenter ce sujet aux côtés de Valérie Joussaume qui est, je ne la vois plus, qui est là-bas. Alors, on va essayer de faire une synthèse. On va la faire à 2 voix avec Nathalie. Alors, d'abord, sur ces questions des ruralités et des jeunesses en ruralité, ce qu'on s'est dit d'abord, c'est que c'était un sujet majeur. Un sujet majeur d'abord parce que les ruralités, c'est plus de 80% du territoire français et 30% de sa population. Donc, c'est un sujet fondamental si on veut continuer à faire société et à garder cette notion de lien social en France, de ne pas oublier ces jeunesses rurales, d'autant plus qu'il y a un sentiment de déclassement, d'abandon, du fait des problématiques de mobilité, bien sûr, d'absence de services, de problématiques de santé, de formation, d'insertion. Donc, un sujet majeur. D'autre part, le deuxième point, avant de passer la parole à Nathalie, ces sujets des ruralités et des jeunesses en ruralité nécessitent des modes d'action spécifiques. Les ruralités, c'est évidemment une densité faible. C'est des distances importantes, donc c'est des distances importantes, souvent de faibles ressources en termes économiques, des subventions publiques qui sont moins importantes que dans des territoires urbains. Et donc l'importance de modes d'action spécifiques, d'aller vers et d'aller vers ces habitants, d'aller vers ces jeunesses. Et de pouvoir répondre à ces besoins spécifiques. Alors, on a parlé notamment de formation, on a parlé de mobilité, on a parlé de logement. Donc voilà, c'est vraiment prendre en compte ces spécificités territoriales. Donc, dans la continuité, oui, mais le aller vers, ça ne veut pas dire vouloir coller des modèles. Au contraire, le monde rural a ses propres codes. Et il faut comprendre ces codes pour mieux adapter nos modèles, adapter ce qu'on a envie de faire avec eux. Donc pour ça, ce qui est ressorti du groupe de travail, c'est qu'il y a besoin de partir du terrain, des solutions, des sollicitations du monde rural, de quels sont réellement leurs besoins et de construire avec eux des solutions adaptées à leurs besoins et de comprendre leurs codes. Sans ça, on ne peut pas travailler, on pourra difficilement travailler ensemble. Et l'autre point aussi qui était important, qui est aussi qui va avec les codes, c'est également la notion de cliché. Quels sont les clichés ? Quels sont les clichés il a été dit pendant l'atelier, je vais le reprendre parce que j'ai trouvé ça assez remarquable. Le jeune urbain, c'est le voyou, et le jeune rural, c'est le pecno. Donc arrêtons avec ça. Travaillons sur la richesse de ce monde de la jeunesse rurale qui a un vrai potentiel et qui ne demande qu'à être exploité. Pour cela, qu'est-ce que ça implique pour nous en tant que fondation ? Ça veut dire que nous-mêmes, fondation, on doit aussi se réinterroger sur nos modes d'instruction des dossiers qui viennent de mondes ruraux.
Et parce que ça peut être intéressant d'avoir des postures un peu différentes et de s'interroger sur un certain nombre de réflexions. Donc nous, les fondations, interrogeons-nous aussi sur comment est-ce qu'on peut intégrer dans nos fonctionnements toujours quelque chose en lien avec la ruralité, même si ce n'est pas notre axe prioritaire. Merci beaucoup. Alors, on passe vite d'un sujet à l'autre, hein, mais c'est aussi l'idée, c'est de pouvoir apporter du contenu pour toutes les attentes aujourd'hui. Je vais appeler maintenant sur la table ronde qui nous parlait de robustesse et comment œuvrer pour une société plus résiliente. Ghislaine Givon de la Fondation Calen et Clara Schumann de la Fondation de France qui vont nous faire une restitution commune. Bonsoir. Alors, on a eu un atelier très très riche, rempli d'exemples, avec Olivier qui nous a menés pendant 1h30 dans plein de directions. Donc, c'est un petit peu difficile, on s'est dit tous les deux, pour résumer, faire ce petit retour d'atelier sur ce sujet. Donc, l'idée, c'était, qu'Olivier nous a exprimé, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de la performance et que demain, il faut que nous rentrions dans le monde de la robustesse. Donc, les êtres vivants, nous sommes robustes. C'est à nous de passer de ce monde de la performance en étant adaptable et non pas adapté. Voilà. Qu'est-ce qu'il a ? Il nous a donné des exemples, excusez-moi, je reprends mes notes. Donc, par exemple, la notion d'aller lentement, il faut écouter les autres, prendre le temps pour construire collectivement et non pas rapidement comme on l'est aujourd'hui dans la performance où tout se fait très rapidement. Donc, c'est plutôt asseoir sa robustesse individuelle, qui est très importante aujourd'hui, pour que demain, on puisse avoir une robustesse collective. Je ne sais pas si tu veux rebondir. Non, c'est tout à fait ça, effectivement. L'idée, c'est de vraiment changer sa façon de s'aligner avec les fluctuations du vivant et comment on fait aujourd'hui pour agir en lien avec le vivant. Et donc voilà, cette notion de robustesse était vraiment importante. Et donc Olivier, tout en nous présentant ce concept-là, est aussi passé avec des exemples très concrets sur ce qui se fait dans les territoires. Et il y a eu un premier exemple de la Fondation Carasso, justement, sur un projet à Grande-Synthe qui est soutenu et qui nous a montré qu'effectivement, la robustesse donnait place à la créativité, à la création de micro-fermes, de jardins partagés solidaires, et ce qui permet vraiment de faire ensemble et collectivement sur les pistes effectivement qu'on a pu identifier. On a vu aussi comme exemple le vol des étourneaux, ces oiseaux qui vont tous ensemble, mais dont il faut absolument se préoccuper des oiseaux qui sont le plus à la marge, parce que ce sont eux qui en fait nous dirigent et vont aller dans la bonne direction. Et donc il faut augmenter demain cette marge pour rentrer dans la robustesse. Voilà. Voilà, et pour finir, peut-être avec quoi tu repars aujourd'hui en tant que fondation abritée ? Qu'est-ce que tu vas faire dans ta nouvelle fondation ? Alors oui, notre fondation, elle a juste 1 mois, donc c'est un petit peu... Voilà, on manque un peu d'expérience, excusez-moi, mais ce que j'ai retenu d'Olivier, c'est peut-être de regarder les indicateurs de performance de manière différente, c'est-à-dire de ne pas faire simplement dans la performance, mais plutôt d'aller voir sur le terrain les hommes, voir comment ils vivent les actions et se préoccuper des associations et des hommes qui dirigent ces associations, parce qu'il ne faut pas les laisser aller dans la surperformance, donc ça va mener au burn-out, et donc demain, on ne sera plus robuste. Donc voilà, changer sa façon peut-être de regarder nos indicateurs et d'aller vers des choses plus sur le terrain et qui soient plus attentives de l'autre. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.
Alors, nous allons continuer avec, pour évoquer la question de la place des aidants et de leur place dans le système de santé. Et pour cela, je vais appeler Loïc Deveau de la Fondation Seine et Cité. Alors, j'ai envie de faire le lien avec deux choses. C'est ce matin, André Esconsponville nous parle de solidarité et d'intérêt partagé. Et je disais à François Langlais, il me manque quelque chose parce que je pense que quand nous sommes solidaires, c'est qu'il y a aussi une émotion, quelque chose qui nous fait mouvoir vers l'autre, pas uniquement l'intérêt. Et ce que nous avons vécu, pour moi, est de l'ordre de l'émotion. Nous nous sommes laissés mouvoir, déplacés par deux personnes qui nous ont parlé de ce qu'était un proche aidant, parce qu'elle l'était elle-même. Et nous nous sommes aperçus d'ailleurs que parmi ceux qui étaient là, d'autres avaient été aussi aidants. Alors c'est peut-être un mot qui vous questionne parce que c'est un sujet qui devrait être évident et pourtant c'est un sujet qui est tabou. L'aidant est celui qui accompagne quelqu'un qui peut être en situation de fragilité ou de vulnérabilité. Donc ça peut être une personne en situation de handicap, de fragilité psychique, ça peut être aussi une personne qui est très âgée ou une personne qui peut être proche de la mort. Ça touche à l'essentiel de nos vies et j'aimais bien le mot robustesse. Ça touche à la robustesse et parfois on craque. Et donc on a besoin, en étant aidant, d'être aussi aidé et d'être considéré et d'être pris en compte. 11 millions de personnes aidantes, c'est énorme. Et une page blanche. Un vide. Et parfois, pour ceux qui sont aidants, une culpabilité à traverser et pour nous, à écouter. Si je vous dis maman aidante, quelqu'un a dit c'est un oxymore. C'est évident quand même. Eh bien oui, eh bien non. Parce que maman aidante, quand c'est tous les jours, c'est pas si simple que ça. Donc on sait que le chemin est encore long, qu'il y a justement ce que j'ai essayé d'expliquer, une sémantique qui est à préciser, qui est à travailler, qui est à partager, d'autant plus qu'en 2030, une personne sur 4 sera proche aidante. Donc nous pouvons nous compter dans la salle, nous serons proches aidants. Voilà. Comment nous allons le vivre ? Eh bien, en étant peut-être plus à l'écoute, plus dans une reconnaissance, une sensibilisation, partager ses expériences. Aussi, pour ceux qui sont aidants, faciliter une coordination des soins, parce que parfois on est face à une transpathologie, c'est pas simple. Et puis, qu'il puisse y avoir aussi peut-être des plateformes. Alors, Johanna donnera des exemples qui se mettent en place, des plateformes pour aider et sans distinction de cas. Quelqu'un nous disait, j'ai téléphoné à la plateforme des aidants, mais c'était pour ceux qui connaissent la maladie d'Alzheimer. Ma fille qui a 15 mois, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que nous faisons, quoi ? Voilà, donc un sujet à la fois tabou et un beau sujet de société qui nous a réunis et qui nous invite à la transversalité pour justement peut-être dépasser les inégalités. Et j'aimais bien, une personne a dit, mais en fait dans ma fondation, je n'avais pas du tout l'idée de cette réalité-là et je peux faire quelque chose alors que ce n'est pas mon sujet premier. Voilà. Donc peut-être que ce sujet peut nous déplacer dans nos fondations. Et ça rejoint ce qui était pour moi dit ce matin. C'est là où nos philanthropies peuvent permettre aussi à une société de se déplacer, de s'ouvrir. Voilà. Et je laisse à Johanna de vous donner quelques beaux exemples. Merci Loïc.
Oui, quelques exemples de projets, parce que même si le sujet reste encore assez tabou, parce qu'il est lié à plein de représentations qu'on peut avoir quand on pense aidant, on pense maladie, on pense pathologie, on pense enfant malade, on pense parents mourants, et c'est pas forcément évident. Même si le sujet est un peu balbutiant, il arrive quand même, il y a des exemples de projets qui sont quand même exemplaires. J'en cite 3, il y en a d'autres, mais j'en cite 3 qui ont été énoncés aujourd'hui. La ville de Lyon, Lyon Métropole Aidant, seule ville en France à avoir mis en place un guichet unique pour les aidants, ce qui signifie que quel que soit le type d'aidant, qu'on soit enfant aidant, jeune aidant, parent aidant, époux aidant, le guichet est unique, s'adresse à tout le monde pour toutes les pathologies, quel que soit l'âge. Et ça, c'est un modèle qui est reproductible dans toutes les villes de France si les politiques publiques s'en emparent. On pousse ce modèle, du coup. Deuxième exemple, la Fondation de France Répit. Alors, c'est pas nous. Fondation de France Répit qui a mis en place, qui souhaite mettre en place des maisons de répit dans tous les départements de France pour pouvoir donner ces moments de répit dont tous les aidants ont besoin à un moment et qui sont en train de se développer, qui est un modèle qui est très intéressant à SME également. Et un troisième projet monté par un jeune couple qui a parcouru le monde, plus de 15 pays pour étudier leur système de santé et comment ils s'adressaient aux aidants. Et en revenant, ils travaillent sur un projet de statut aidant pour les jeunes aidants. Et ils sont partis du principe qu'à l'université, les athlètes de haut niveau avaient un statut, athlètes étudiants, avec des horaires aménagés, avec des facilités, et que finalement, on pourrait très bien faire la même chose pour les aidants. Et donc, ils sont avec l'université de Lyon-Lumière en train de mener des travaux de recherche pour développer ce fameux statut d'étudiant aidant. Voilà, quelques exemples concrets et des pistes de réflexion pour éventuellement travailler ces sujets dans vos fondations. Voilà, merci beaucoup. Juste pour faire aussi un lien avec ce matin, parce que la difficulté de trouver les bons mots. Aidant, aider. C'est pas génial. Parce qu'il y a de la générosité et pourtant on s'aperçoit que l'aider aide aussi l'aidant. Ce qui a été dit ce matin, aime ton prochain comme toi-même. Le toi-même, il est bousculé par l'aider. Il faut qu'on trouve aussi les bons termes. Merci. Merci. Et les bons termes, c'est une très bonne transition pour la quatrième restitution sur la question de l'art de la nuance, quelque chose qui fait gravement défaut dans beaucoup des débats qu'on peut avoir actuellement. Et pour cela, je vais appeler François Pacman de la Fondation Charles Oulmont pour nous donner les conclusions de cette table ronde. Et qui sera accompagné par Marjorie Carré de la Fondation de France. Je vous en prie, François. Mais je vais enchaîner sur ce que disait Loïc. Loïc nous interrogeait sur le sens des mots. Mais qu'est-ce que l'art, au fond? D'ailleurs, dans la rencontre que nous avons eue tout à l'heure, à un moment, on nous a dit mais des enfants ne savent pas distinguer une photo de publicité d'une photo artistique. Et au cours des récits qu'on a entendus concernant le bal et concernant la Fondation Garouste, on s'est rendu compte que l'art pouvait procéder de deux mouvements. Le premier mouvement qui est un mouvement d'analyse, c'est-à-dire qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que le beau, et un autre mouvement qui est celui d'avoir une activité artistique, de produire de l'art. Et ce qui nous a conduit à observer que l'art avait en fait un rôle transformationnel important, que Marjorie a très bien formulé, mais je vais le dire à sa place pour être sûr d'avoir bien compris. C'est-à-dire, Marjorie nous disait que l'art nous fait sortir de nous-mêmes pour y revenir, pour y faire un retour avec soit un retour sur soi qui transforme notre idée de nous-mêmes, ce que nous sommes intimement, mais aussi un retour sur soi
par rapport au social, parce que l'art nous permet de questionner les grandes questions du monde contemporain. C'est à peu près ça ? Oui, et aussi, comme on l'évoquait, le fait à un moment donné, être réunis dans une salle pour vivre une expérience artistique, ça joue cette fonction de communion dont parlait André Comte-Sponville ce matin. Et lorsqu'on est sur des sujets qui sont peu visibles ou peu compris ou incompris, ça permet de développer la compréhension réciproque, l'empathie, le fait de se mettre à la place de l'autre, etc. La nuance. Bon, eh bien, sur ce qu'on nous a raconté, c'était de belles expériences, mais ce qui était intéressant, c'est on se rend compte que l'art, il y a une demande de durée. Et on bute sur cette difficulté qu'il faut durer. Voilà. Et donc, il faut repartir avec la confiance dans le fait que l'art, c'est peut-être interstitiel, mais qu'on le demande et on nous demande d'inscrire cela dans la durée. Et c'est là que commencent les difficultés. Si on veut jouer ce rôle d'incapacitation, de capacitation, de transformation, il faut probablement trouver autre chose. Et c'est là, je pense, que l'approche par collectif est sans doute une bonne réponse par rapport à nos moyens limités. Alors, ça a été très concret, puisqu'on est parti d'aspects très cuisine bureaucratique, administrative, comment gérer les coûts de transaction liés à la réponse à des appels de projets. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de réintroduire de la compétition dans un domaine, celui de l'art, qui justement peut jouer ce rôle de capacitation et de transformation, parce qu'il permet de représenter un modèle décalé. Le succès de la Fondation Garouste, ce succès du BAL, c'est qu'on est en dehors des normes du système scolaire, on est en dehors du système d'annotation. Et évidemment, le paradoxe serait de réintroduire des processus conventionnels dans la fabrique de l'art. Ça, c'est un problème auquel on a réfléchi en débattant notamment des questions de fléchage, mais aussi des solutions en termes de mutualisation. Il y a, de façon plus générale, le fait que ce qu'on a pu observer à partir des témoignages des unes et des autres, et évidemment des deux présentations qui ont été faites, c'est que le sensible nourrit l'assisté. Et quel que soit le caractère limité ou partiel de ce que nous faisons les unes et les autres comme fondation, eh bien, au fond, on y contribue, c'est fait, c'est irréductible, et ça nous donne une responsabilité, je dirais une responsabilité de plaidoyer et de faire entendre cette voix, cette conception de l'art, pour éviter que ce soit trop une variable d'ajustement, et pour justement militer en faveur d'un investissement soutenu en faveur de l'art. Et je crois que c'est une responsabilité, et je suis heureux que les autres domaines l'entendent et puissent le partager et le relayer avec nous. Merci François, pas grand-chose à rajouter à ce que vous avez dit. Je crois qu'en effet, ce qui était chouette dans ce qu'on a partagé, c'est qu'en analysant ce qui était spécifique dans l'expérience artistique, dans le fait de partager une œuvre d'art ou de faire l'expérience de la pratique artistique, c'est cette relation au sensible et à une expérience complète qui peut-être aujourd'hui est décisive par rapport aux enjeux de société qui sont les nôtres. Et j'ai trouvé très, très positif le fait, alors j'ai l'impression qu'on est ressorti avec plus de questions que de réponses, mais pour animer une dynamique collective, c'est déjà bien de se poser des questions et de vouloir y répondre ensemble. Donc merci à tous d'avoir joué le jeu et de prendre les questions avec vous pour la suite. Merci beaucoup. Alors, avant de vous libérer pour profiter de cette belle journée, je voulais vous dire quelques mots. Premier, c'est un peu un constat sur cette journée où la volonté que nous avons derrière ces journées, c'est de pouvoir montrer à quel point
il y a de la richesse dans cette communauté de philanthropie qu'est la Fondation de France. Et je crois que tous les témoignages qu'on a eus aujourd'hui en témoignent bien, à la fois sur l'ensemble des sujets et des sujets qu'on ne voit pas cloisonnés, parce qu'on voit qu'il y a des échos en fait, qui se font entre ces différentes thématiques. Et c'est évidemment ce qu'on cherche à illustrer pour montrer comment ensemble on peut être justement plus efficace sur ces sujets. Évidemment, apporter des sujets pratiques. On a parlé de philanthropie basée sur la confiance et d'exemples sur comment on peut, auprès des associations, être plus efficace en les entendant et en répondant à leurs besoins pour qu'elles-mêmes puissent délivrer de manière le plus efficace l'action. Et puis pouvoir aussi aujourd'hui se retrouver, se connaître et puis amorcer de futures collaborations. Et donc je pense qu'à ce titre-là, c'est une journée qui était particulièrement réussie et je pense qu'on va tous en repartir avec beaucoup de nourriture pour continuer sur notre chemin de solidarité. J'aurais quelques messages à vous passer pour ceux qui restent encore là sur les actualités que nous allons avoir encore à la Fondation de France. Vous allez bientôt recevoir un questionnaire de satisfaction concernant l'accompagnement qui vous est apporté à la Fondation de France. Donc vous allez recevoir cela et je vous invite à le remplir parce que c'est très important pour nous de vous entendre pour pouvoir justement adapter et améliorer notre action à vos côtés. Une autre nouvelle qui est plus prosaïque, nous allons déménager temporairement, donc les locaux du 40 avenue Hoche vont être en travaux pendant 2 ans et demi, et donc nous allons déménager à la Défense, à la Tour Atlantique pour être très précis, pendant 2 ans et demi. Mais nous continuerons à pouvoir vous accueillir à la Tour Atlantique. Nous disposerons des mêmes capacités d'accueil, donc ça vous êtes toujours bien évidemment les bienvenus. Et vous avez d'ailleurs en fait un petit livret que vous avez été remis, le plan stratégique de la Fondation de France, qui présente ce qu'on veut faire dans ces nouveaux locaux, des locaux qui vont être, alors on appelle ça l'atelier de la philanthropie, un atelier qui se fait être à l'image du projet de collaboration et d'ouverture que nous vous proposons, et donc pour accueillir justement tous ces efforts de collaboration. Et puis, dernier point, vous allez aussi être informés, nous allons lancer ça à la rentrée en septembre, donc un service d'assistance aux fondations, helpdesk en anglais, qui est un service qui va être dédié pour pouvoir répondre à vos questions du quotidien sur des sujets d'assistance technique, sur comment je me connecte, j'ai perdu mon mot de passe, enfin, tous ces petits services qui sont très utiles. Et ça, nous allons le mettre en place un peu en amont d'un événement un peu plus important, un peu plus majeur, qui va être un changement de système d'information où on va basculer en janvier 2026 sur un nouveau système qui va évidemment nous permettre de mettre à jour le système actuel qui date de 2009, donc il était temps quand même de le mettre à jour. Donc ça provoquera quelques discontinuités, mais justement on aura mis en place ce helpdesk pour pouvoir répondre à vos besoins, et évidemment c'est un service qui permettra d'être plus efficace, d'être plus ergonomique et plus en sécurité aussi sur vos actions philanthropiques. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, ce qui fait très beau. On a beaucoup de choses à digérer, donc j'espère que le temps va nous y aider. Et je voulais vous remercier pour votre participation aujourd'hui, parce que vous avez contribué justement à toute la richesse de cette rencontre. Je voulais aussi remercier tous les intervenants qui ont pu nous enrichir aujourd'hui. Et puis remercier les équipes de la Fondation de France qui ont participé à cette organisation, et en particulier Claire Broussal, Suzanne Liègre, Mathieu Gerbeau, pour une nouvelle édition qui est, ma foi, très réussie. Voilà. Merci encore à toutes et à tous, et très très bonne fin de journée.